Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici l'ossature. Les députés nationaux ont déclaré recevables dans la nuit du mercredi à jeudi du 7 octobre les projets de loi de reddition de comptes 2024. Le texte est envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN pour un examen approfondi. Celle-ci dispose de 10 jours pour rendre le travail. Le gouvernement congolais et les opérateurs économiques du secteur pétrolier se sont mis d'accord ce jeudi 17 octobre 2024 sur l'approvisionnement régulier du carburant dans la partie ouest et le paiement aux pétroliers du manque à gagner dû à la nouvelle structure de prix. Les experts engagés dans la lutte contre la variole de singe Mpox en République démocratique du Congo ont constaté le mercredi 16 octobre 2024 une baisse du nombre de cas de cette maladie dans le pays. Selon l'équipe de riposte, on assiste à une diminution du nombre de cas de 90 à 30% depuis la 39e semaine de la déclaration de cette épidémie. Je l'annonçais en titre, les députés nationaux ont, au cours d'une séance plénière tenue le mercredi 16 octobre 2024, examiné et déclaré recevables deux projets de loi dont l'un porte sur la reddition de comptes exercice 2024 et l'autre sur la loi des finances rectificatives 2024. Dans sa présentation, Emeboji Songara, ministre d'État chargé de budget, a expliqué les facteurs qui justifient cette loi rectificative de la loi de finances 2024. Viningali Junior. Dans sa présentation, Emeboji Songara, ministre d'État chargé du budget, a expliqué les facteurs qui justifient cette loi rectificative de la loi des finances 2024. D'une façon générale, l'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la négociation du contrat avec la SICOMIN répartis au titre de royalty à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les appuis budgétaires ont également connu une augmentation tirée essentiellement des emprunts programmes qui sont passés de 267 milliards de francs congolais à 2102 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général comprennent la dette publique et le frais financier, les rémunérations, le bien matériel, les prestations, les transferts et les subventions, les dépenses d'investissement et les dépenses exceptionnelles, a expliqué Emeboji Songara. De son côté, Doudou Fwamba, ministre des Finances, a expliqué à la plénière le contexte dans lequel s'est exécutée la loi des finances 2023. Sur une prévision de l'ordre des 32 457 078 milliards de francs congolais, les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice 2023 sont chiffrées à 29 607 009 milliards, soit un taux de réalisation de 91,22%, constitué des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Les dépenses du pouvoir central prévues à 32 456 milliards de francs congolais ont été exécutées à la hauteur de 31 316 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 96,49%, a ajouté Doudou Fwamba. Après débat, ces deux projets de loi ont été envoyés à la Commission économie et finances pour un examen approfondi. Le budget 2024 revu est chiffré à 44 410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars contre 40,986 milliards de francs congolais. Toujours à l'Assemblée nationale, le député national Godin Poy a exprimé son indignation face à la situation des enseignants et de la population congolaise. C'était lors de la plénière de reddition des comptes à l'Assemblée nationale le mercredi 16 octobre 2024. Il a dénoncé les écarts entre la déclaration d'excédent budgétaire et la réalité vécue par le peuple congolais. Meshak Lofaka, on revient.
La séance plénière du 16 octobre, consacrée à la réduction des comptes 2023 et à la loi rectificative du budget 2024, a été marquée par un débat houlé. Le député Godem Poyi, professeur et ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a exprimé son indignation face à la situation des enseignants non rémunérés. Il a dénoncé les écarts entre la déclaration excédent budgétaire et la réalité vécue par le peuple congolais. Prenant la parole lors du débat sur la réduction des comptes à l'Assemblée nationale, l'économiste a fustigé le fait que le gouvernement ne soit en mesure de résoudre ces problèmes. Le gouvernement dit au 30 juin 2024, il y a un excédent de trésorerie, mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève et les médecins sont aussi en grève. Qui nous trompe? S'interroge Godem Poyi. Soki bofuti ba enseignant te bokolia bonane te nga mutu na kokotisa moso ya censure awa initiateur uzalanga bofuta batu bongo bovanda bien botika ba makambo na bino boza kolia ba congolais ba kufanzala makambo nde jidas ba wela kina Jésus donc nga na prévenir bino ta on a bandolo ba mutu na ngai eza po ya ba teke na yo pe donc soki bofuti batu te le 31 décembre bokozala membre ya gouvernement oyo te nga na bisino. Godem Poyi informe les membres du gouvernement que, pendant qu'ils sont en train de laver leurs mains avec les champagnes, la population congolaise manque de tout. Aucune magie, aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Et dans le cadre de l'amélioration de la situation salariale des enseignants, la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a rencontré les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le mercredi 16 octobre 2024. Raissa Malou a présenté au président de la Chambre basse du Parlement les grandes lignes de son plan de travail qui vise à renforcer l'administration et la digitalisation du secteur éducatif. Meshak Lofaka, une fois de plus. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, continue de plaider avec vigueur pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Déterminée à dynamiser les secteurs éducatifs, elle a rencontré le mercredi 16 octobre 2024 le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, pour un échange constructif. Lors de cette rencontre, la ministre de l'Éducation nationale a souligné l'importance de l'écoute et du rôle crucial du Parlement dans l'orientation des politiques publiques pour le développement de la RDC. Elle a exprimé sa gratitude envers le président de la Chambre basse pour son ouverture au dialogue. C'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration, et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Raissa Malou Dinanga a réaffirmé son engagement à renforcer la gratuité de l'enseignement en améliorant sa qualité. Pour atteindre cet objectif, elle a mis en œuvre dans son plan quinquennal 2024-2029, récemment approuvé par les chefs du gouvernement, Judith Suminwa. Ces plans prévoit des réformes essentielles pour améliorer la qualité de l'enseignement, promouvoir l'équité et l'inclusion et moderniser les systèmes éducatifs grâce aux nouvelles technologies. La ministre a également présenté les grandes lignes de ces plans au président de l'Assemblée nationale, insistant sur la nécessité de renforcer l'administration et la digitalisation du secteur éducatif pour une meilleure gouvernance. Pendant plus d'une heure, les discussions ont permis d'aborder la question cruciale de la rémunération des enseignants dans le cadre du budget 2025. Tout à fait autre chose, la 149e session parlementaire de l'UIP à Genève, en Suisse, a vécu sous le thème « Science, technologie et innovation ». Le Parlement congolais s'est fait représenter par une délégation des sénateurs
conduite par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a courageusement fait entendre le cri d'alarme de la République démocratique du Congo sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est du pays devant les parlementaires du monde. Suivez. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs, surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Et donc le Sénat et l'Assemblée nationale ont uni leurs voix pour que ce plaidoyer soit entendu. Et ici, on va retenir que l'Afrique a aussi un mot à dire sur les crises dans le monde. Et sa voix doit être entendue. La crise que nous connaissons en République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts. Et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs qui se sont présentés de par le monde. Nous avons fait notre plaidoyer, nous avons fait une résolution qui devait être adoptée parmi les points d'urgence. Nous avons obtenu plus de suffrages que la dernière fois que nous étions présentés. Nous considérons que c'est une avancée et nous devons continuer à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, tant ici que partout ailleurs dans les assemblées dans lesquelles nous aurons à prendre la parole. Et donc ces assemblées qui ont démarré le 14, qui vont prendre fin le 17, vont continuer à avoir notre participation de manière à ce que sur les autres thématiques aussi qui ont été annoncées, notre voix soit entendue. Mais pour le reste, la délégation est fière d'avoir participé à cette session et ne manquera pas de continuer à rester dans cette grande assemblée parlementaire qui réunit tous les pays du monde. Tout à fait autre chose, la République démocratique du Congo sera représentée à la 10e édition du Forum Rebuilding Africa en Belgique par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. La chef de l'exécutif est arrivée dans la capitale belge le mercredi 16 octobre 2024 où elle prendra la parole à ces forums de 3 jours au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dès son arrivée, elle a été accueillie par la diaspora congolaise de Belgique venue lui manifester son soutien. Suivez. Dès son arrivée à Bruxelles, Judith Suminwa Tuluka a été chaleureusement accueillie par une forte délégation de la diaspora congolaise de Belgique qui a tenu à montrer son soutien à la première femme première ministre de la RDC. Les membres de la diaspora, arborant des drapeaux congolais, ont exprimé leur fierté et leur patriotisme
créant une atmosphère festive. Toutes les femmes du Chant du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Et ensemble, avec toutes ces femmes, avec la jeunesse, avec la diaspora, nous allons être ensemble derrière elle pour l'accompagner afin que le travail du président de la République soit une réussite. Ces forums qui rassemblent des leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs sous le thème « Ensemble, construisons l'Afrique » constituent une plateforme essentielle pour discuter des enjeux et des opportunités qui se présentent à l'Afrique. La RDC, mise à l'honneur cette année, bénéficie d'une visibilité accrue, soulignant son potentiel et ses aspirations en matière de développement. Première fois, la Belgique, la capitale européenne, reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout, c'est une femme. Alors nous sommes honorés et nous disons merci au président de la République pour ce choix. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Dans ses discours, la première ministre mettra en avant les efforts de la RDC pour promouvoir une Afrique unie, prospère et inclusive. Elle soulignera l'importance de la coopération entre les pays africains et l'engagement collectif pour faire face aux défis contemporains. L'engagement de la première ministre et l'accueil chaleureux qu'elle a reçu témoignent d'un désir commun d'unir les forces pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Au cœur de cet événement, la RDC se positionne comme un acteur essentiel dans le processus de transformation du continent et Judith Suminwa Tuluka en est l'une des voix les plus déterminées. Parlons économie à présent, le gouvernement congolais et les opérateurs économiques du secteur pétrolier se sont mis d'accord ce jeudi 17 octobre 2024 sur l'approvisionnement régulier du carburant dans la partie ouest et le paiement aux pétroliers du manque à gagner dû à la nouvelle structure de prix. C'était au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale à la suite de la situation qui prévaut ces derniers temps dans les stations-service où certains pompistes refuseraient de servir les clients. Viningali Junior. Face à la problématique des refus des ventes des produits pétroliers dans les stations-service de la partie ouest du pays, le gouvernement congolais a réuni ce jeudi les opérateurs économiques du secteur. Autour du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, les pétroliers ont exposé leurs préoccupations. La principale est le non-paiement par le gouvernement du manque à gagner sur la nouvelle structure de prix du litre de carburant à la pompe. Au terme de cette rencontre de près d'une heure, les interlocuteurs de Daniel Mukoko Samba en sortent rassurés. Nous avons reçu des assurances du gouvernement que tout sera réglé dans les meilleurs délais. Donc nous sommes plutôt confiants et nous avons toujours travaillé main dans la main avec le gouvernement. Nous pensons que ce n'est pas le moment que les uns ou les autres abandonnent les promesses tenues. Au sujet de longues files des véhicules observés dans les stations-service, le directeur général de Total Energy et vice-président du groupe Profession des distributeurs de produits pétroliers explique qu'il s'agit du principe de l'offre et la demande. Certaines stations refusant de vendre, tout le monde se rue vers celles qui vendent. Que vous avez noté sur les stations-service sont liés au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix, d'une part, et d'autre part, d'autres stations-service, d'autres points de vente qui ne vendaient pas. Donc il y a eu un report des consommations sur les stations-service des membres du GPDPP. Également, il y a eu une complexification au niveau des livraisons de la CEP, plus qu'il y a beaucoup plus d'afflux, plus d'augmentation des volumes, donc plus d'opérations au niveau de la CEP. Maintenant que les divergences avec les autorités congolaises sont aplanies, les pétroliers rassurent la population d'un approvisionnement régulier en carburant.
La situation est en train de redevenir normale dans les stations-service. Aujourd'hui, les logisticiens sont en train de travailler de manière à ce que cette situation soit vite résorbée. Donc, je pense qu'il n'y a plus de problème, il n'y a jamais eu de problème de pénurie, c'est juste un problème de réorganisation. Pour soulager le panier de la ménagère, le gouvernement congolais a décidé il y a 2 semaines, en concertation avec les pétroliers, de baisser de 13% le prix du carburant à la pompe. Et en contrepartie, le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers le manque à gagner dans la nouvelle structure des prix du litre de carburant. Celle-ci est évaluée à 123 millions de dollars pour l'année 2023 et 217 millions de dollars pour l'année 2024, soit un total de 340 millions de dollars. Parlons santé à présent. Les experts engagés dans la lutte contre la variole de singe Mpox en République démocratique du Congo ont constaté le mercredi 16 octobre 2024 une baisse du nombre de cas de cette maladie dans le pays. Selon l'équipe de riposte, on assiste à une diminution du nombre de cas de 90 à 30% depuis la 39e semaine de la déclaration de cette épidémie. Plus de 14 000 personnes sont déjà vaccinées dans les provinces qui ont déjà débuté la vaccination. Mais la communication reste un défi à relever pour débuter l'administration de vaccins dans d'autres provinces de Kinshasa. Suivez. La lutte contre la Mpox se veut acharnée en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie jusqu'à la 40e semaine, plus de 32 000 cas suspects de Mpox ont été enregistrés, dont 6 000 ont été confirmés et 943 décès. Sur 26 provinces que compte le pays, 23 sont touchées par la maladie et 15 d'entre elles ont enregistré beaucoup plus de cas. Mais l'on a constaté une diminution de cas depuis la 39e semaine grâce aux efforts du gouvernement et l'appui de partenaires. 216 nouveaux cas notifiés et 14 cas confirmés enregistrés dans la journée du 8 au sud Kivu et 3 au nord Kivu et 3 à Kinshasa. La semaine passée, nous n'avons pas enregistré de cas de décès. Nous remarquons ceci qu'il y a une flambée de cas de la première semaine à la 32e, 35e et 37e semaine. Mais à la 39e semaine, nous avons une diminution des cas à 30%. Nous venons de 90% à 30% pour se dire, nous pouvons dire ceci qu'il y a quand même un travail qui est en train de faire sur la riposte contre la Mpox. La campagne de vaccination contre la Mpox qui a débuté le 5 octobre de l'année en cours se poursuit dans certaines provinces telles que le Nord et le Sud Kivu, le Sankuru, le Sud Ubangi et l'Équateur. Plus de 14 000 personnes ciblées, dont les prestataires de santé, les professionnels des sexes, sont vaccinés dans ces provinces. Mais cette activité vaccinale doit relever certains défis. Nous avons au moins 14 180 personnes vaccinées dans les 3 provinces qui ont eu déjà à réaliser la campagne. Nous avons 92 cas de MAPI non graves, 7 483 femmes vaccinées, soit un score de 53%. Nous avons la vaccination qui a déjà commencé dans la province de l'Équateur depuis le 14 octobre. Et vous allez constater que le taux de perte en termes d'utilisation du vaccin est à 0,12, ce qui est raisonnable. Un premier défi, c'est d'abord renforcer la communication auprès des populations clés. Et un deuxième défi, c'est utiliser les vaccins décongelés dans le délai. Pour la suite de la vaccination, le programme élargi de vaccination compte poursuivre des préparatifs de la vaccination à Kinshasa. Dans l'avenir, la République démocratique du Congo va organiser la vaccination contre la Mpox chez les enfants. Et puis, le mercredi 16 octobre 2024, l'Institut 2 aveugles de la Gombe a ouvert ses portes au public, invitant familles, amis et curieux de découvrir les initiatives et les programmes destinés aux personnes malvoyantes.
Situé dans la commune de la Gombe, au nord de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette institution d'enseignement spécialisé a organisé cet événement à l'occasion de la journée mondiale de la canne blanche. Les visiteurs ont pu explorer une variété d'activités mises en place pour promouvoir l'inclusion et aider l'autonomie des personnes ayant des déficiences visuelles. Bijou Lumuna. Créée en 1972 par les Frères de la Charité, une congrégation de l'Église catholique et agréée par le département de l'Éducation nationale, l'Institut national pour aveugles est un complexe scolaire spécialisé qui propose un enseignement de la maternelle au secondaire général ainsi qu'une classe préparatoire au braille. À l'occasion de la Journée internationale de la canne blanche, placée sous le thème promotion et accès des personnes aveugles au métier, cette institution a organisé une journée porte ouverte. L'événement a consisté à lancer un appel en faveur de l'inclusion des personnes aveugles dans le monde du travail. Nous voulons que la personne aveugle, en dépit de son handicap, puisse être en mesure de travailler. Nous voulons parler de l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire la participation à la vie sociétale de personnes handicapées. Et pour ce faire, la personne handicapée de la vue doit apprendre un métier qui est adapté à sa situation pour que elle ne soit pas un parasite, quelqu'un qui doit toujours attendre de la part des autres. Pour le directeur général de cette école spécialisée, la canne blanche demeure indispensable pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. L'Institut accueille une centaine d'élèves de tous âges. Norbert, élève de 3e année primaire, affirme avoir appris à lire et à écrire grâce à son école. Depuis que je suis ici, je peux lire, écrire, je peux écrire papa, maman, je peux aussi écrire Bernard. Cette journée porte ouverte a également été l'occasion pour l'équipe de goalball de jouer. Ce sport, créé après la Seconde Guerre mondiale à l'initiative des soldats ayant perdu la vue, permet aux personnes handicapées de pratiquer une activité sportive. Le goalball, tout d'abord, c'est une discipline propre aux non-voyants et albinos. Le jeu est basé sur l'audition. Il y a 6 acteurs sur les terrains. Et puis tous les acteurs sont bien bandés parce que parmi eux, il y a non seulement les aveugles, il y a aussi les malvoyants. Les ballons, c'est les ballons sonores. C'est pour cela que pendant les jeux, on demande à tout le monde de garder silence. Donc le jeu consiste à lancer les ballons. L'autre partie capte les ballons et puis il relance également. Donc ça se joue comme ça. Quand les ballons dépassent les trois athlètes qui sont de ce côté, à ce moment-là, c'est les buts. Cette journée porte ouverte a été une belle réussite, renforçant les liens entre l'Institut et la communauté locale. Elle a permis de promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels font face les personnes malvoyantes et d'encourager l'inclusion sociale. L'Institut des aveugles de la Gombe a démontré qu'avec les soutiens et des ressources adéquates, il est possible de bâtir un avenir meilleur pour tous. Terminons avec l'élection au Mozambique. Le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, domine le résultat provisoire des élections générales du 9 octobre, se plaçant en tête dans les 11 provinces du pays. Diane Bonga nous en parle. Daniel Chapo, le candidat du Front de libération du Mozambique, est largement pressenti pour remporter l'élection présidentielle. Cependant, l'opposition conteste vigoureusement les résultats, dénonçant des irrégularités électorales et criant à l'injustice. Ces accusations ajoutent aux tensions politiques dans le pays, où le Frelimo est souvent accusé de manipuler les résultats, des allégations que le parti a toujours niées. Venancio Modlane, candidat indépendant et principal adversaire de Daniel Chapo, a affirmé être en tête selon son propre aide de compte de voix. Il a également appelé à une grève générale le 21 octobre pour protester contre les résultats provisoires. Les Frelimo gouvernent le Mozambique depuis 1978.
2035. Les résultats définitifs des élections sont attendus pour le 24 octobre. Les Mozambicains ont voté mercredi dernier pour désigner le président et renouveler le Parlement. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. Les députés nationaux ont déclaré recevables dans la nuit du mercredi à jeudi du 7 octobre les projets de loi de reddition de comptes 2024. Le texte est envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN pour un examen approfondi. Celle-ci dispose de 10 jours pour rendre le travail. Le gouvernement congolais et les opérateurs économiques du secteur pétrolier se sont mis d'accord ce jeudi 17 octobre 2024 sur l'approvisionnement régulier du carburant dans la partie ouest et le paiement aux pétroliers du manque à gagner dû à la nouvelle structure de prix. Les experts engagés dans la lutte contre la variole de singe Mpox en République démocratique du Congo ont constaté le mercredi 16 octobre 2024 une baisse du nombre de cas de cette maladie dans le pays. Selon l'équipe de riposte, on assiste à une diminution du nombre de cas de 90 à 30% depuis la 39e semaine de la déclaration de cette épidémie. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.